Donc bonjour tout le monde. Dans cette capsule-là, je vais vous parler du traitement et d'analyse de séries temporelles. Euh, donc, pour la première partie, la première capsule, on va s'intéresser justement à l'analyse exploratoire puis au traitement. Dans la deuxième capsule, on va voir un peu plus la modélisation. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une série temporelle? Donc, c'est n'importe quelle métrique ou variable qui est indexée, mesurée, selon un intervalle régulier de temps. Bon, ici, j'ai écrit régulier. On peut avoir des séries qui ne sont pas régulières. Euh, donc, après ça, il va falloir les traiter pour avoir un intervalle régulier si on veut faire des analyses par la suite. Donc, si c'est ça, j'ai une valeur d'une variable X, valeur numérique avec mon index de temps, donc ma date, avec mon heure en UTC. Donc c'est aussi simple que ça, une série temporelle. Ça peut être autant une donnée météorologique que le nombre de beignes qu'on a vendus dans un commerce avec un index de temps. Donc avant même de les analyser, qu'est-ce qu'on doit faire sur une série? Euh, ben, juste, juste la présenter visuellement, on peut avoir beaucoup d'informations, à savoir si notre série est correcte. Avant même de faire les analyses, on veut savoir est-ce que notre série est correcte, est-ce qu'il y a des défauts dedans. Donc, que remarquez-vous sur cette série? Bon, j'ai les valeurs numériques ici. Puis si on regarde mes datetime, donc là, c'est aux heures. Puis en fait, quand j'arrive vers la fin, je suis de 20h à 22h. Donc j'ai un trou de données. J'ai pas ma donnée de 21h. Puis ça arrive souvent euh, dans les enregistreurs numériques. Comme ici, peut-être que le voltage de ma batterie a passé en bas de 12 volts ou 4 volts, dépendamment de notre logger. Puis notre logger n'a pas enregistré. Puis il a recommencé à 10 heures. Donc j'ai un trou en fait ici. Puis il faut que je corrige ça en fait. Il faut que je crée un datetime de 21 heures avec une valeur qu'on va mettre NA. Donc trouver les trous pour les remplacer par des NA, c'est vraiment la première étape clé là, pour avant même de faire des analyses de séries temporelles. Puis ça se fait super bien dans R ou dans Python, ça se fait également dans Excel. Mais donc, ce qu'on peut faire, c'est de comparer le dataset à une série temporelle date time complète. Donc, je vous ai fait un exemple dans R. Je vais créer un date time. Donc, à partir je vais donner un date time. Donc, ici, jusqu'à la fin de ma série, aux 15 minutes. Donc, je vais avoir un date time aux 15 minutes de cette heure-là à cette heure-là. Puis ensuite, dans mon data frame partiel, je peux dire que je sais pas si j'ai des trous, mais je vais regarder la colonne air temp, la température de l'air. Je vais faire un match entre mon date time complet que j'ai généré à la ligne d'en haut avec mon date time partiel, donc la colonne date time dans mon data frame. Puis il va créer un nouveau vecteur. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va dans mon air temp, puis il va créer des nouvelles valeurs de NA lorsqu'il y avait il y avait pas un bon match entre ces deux data frames, ces deux datetimes là, pardon. Donc là, genre un nouveau vecteur que je peux associer à mon nouveau datetime complet. Puis je pourrais réécrire un autre data frame avec mon datetime complet pour m'assurer que, ok, j'ai trouvé mes trous, j'ai mis des N. Ce que je peux faire aussi, je vais un peu rééchantillonner ma série temporelle, donc resample. Donc je vais faire un changement d'échelle temporelle de ma série, donc je vais la mettre à l'échelle, je vais la scaler, scaling en anglais. Donc je vais transformer la résolution, l'index de la série temporelle. Puis je peux faire ça dans deux sens. Donc je peux faire un upscaling, donc je vais agglomérer l'information, ou je peux faire un downscaling, donc je vais créer la nouvelle information. Donc ici, supposons que je pars de mon patron, là c'est un patron spatial, j'ai fait un patron temporel. Donc je vais la upscaler ou downscaler, donc je vais la mettre à l'échelle. Donc la mise à l'échelle, c'est défini par un transfert d'informations d'une échelle vers un autre. Donc le upscaling, je vais agglomérer de l'information par je dis une valeur moyenne, mais ça peut être aussi une somme ou ça peut juste être un sample, dépendamment c'est quoi le processus que j'ai.
Puis il y a des techniques qui sont mieux que d'autres, dépendamment de notre contexte et notre processus. Pour le downscaler, je vais la distribuer ou la distinguer vers une valeur. Ça va être une valeur ponctuelle. Puis souvent, lorsque je vais la distribuer, ben, je vais être obligé de créer de la nouvelle information à partir de mon patron. Donc, je peux l'interpoler, c'est pas exactement le bon terme, là, mais vous pouvez le voir un peu de cette façon-là. Donc, je vais donner un exemple. Donc, dans le upscaling, donc j'ai ma série temporelle ici. J'ai les valeurs. Puis là, je vais transformer ma série temporelle d'12 heures aux 3 heures. Donc, je vais prendre 3 valeurs, puis je vais en créer une. Dans ce cas-ci, j'ai fait un sample. Donc, j'ai pris la donnée qui matchait à la même heure. Donc, la donnée de 15 heures, j'ai pris exactement la même. Mais j'aurais pu faire une moyenne aussi. Ou j'aurais pu faire une somme. Ça dépend vraiment de. Exemple, j'ai des précipitations. Ben, ça ferait plus de sens de faire une somme. Parce que je veux la précipitation totale dans l'heure qui s'est suivie. Donc, je veux faire la somme du 15, demi-heure, 45 minutes pour avoir la somme totale aux heures. Donc, dépendamment de notre variable. Donc, si j'ai fait un sample de 18 heures, un sample, quand je dis sample, j'allais chercher uniquement la valeur. Je n'ai pas fait de traitement dessus. Donc, ça, c'est pour le upscaling. Donc, j'ai aggloméré de l'information. Donc, on peut dire que j'ai perdu de l'information, on peut le voir comme ça. Donc, dans le downscaling, je vais créer de la nouvelle information. Donc, je pars d'une série temporelle aux heures, par exemple, avec mes valeurs. Puis là, je vais créer la nouvelle information ici pour avoir des données aux demi-heures. Donc, ici, entre 15 et 17, j'ai créé une nouvelle valeur à 3h30. Puis là, j'ai fait une interpolation linéaire. Donc, j'ai eu la valeur 16. Même chose pour ici, 17.5 à 4h30. Donc, j'ai créé la nouvelle information. Puis comment je l'ai créé? J'ai fait une interpolation linéaire entre mes deux valeurs ici. Il existe plusieurs types d'interpolation. Donc, je peux faire un spline, des quadratiques. Puis ça, dépendamment de la variable que j'ai à interpoler. Ce qui est dangereux avec le downscaling, c'est que je crée de la nouvelle fausse information. Donc, il faut vraiment faire attention parce qu'on veut créer la nouvelle information, mais on veut pas non plus. Si je crée de la fausse information, ben, je vais rajouter énormément de variabilité que je serais nécessairement pas capable d'expliquer si je veux faire de l'analyse ou de la modélisation après. Donc, je pourrais introduire davantage de biais et d'erreurs dans mes analyses ou dans mon modèle si je fais pas la bonne méthode d'interpolation. Des fois, ça peut être plus payant aussi de juste pas faire de downscaling puis juste conserver ma série temporelle ou de dire ok ben, ma série temporelle qui a la résolution la plus grossière, ben, je vais tout upscaler à cette série temporelle là pour être sûr de ne pas créer de nouvelles informations. Donc il existe plusieurs méthodes pour interpoler et combler des trous. Donc si j'ai à rééchantillonner ou j'ai à combler des trous, puis il faut trouver la bonne méthode pour notre type de série temporelle. Donc exemple, j'ai des données de radiation solaire, mon enregistreur bug et je saute 2 jours de données. Est-ce que je peux combler ces valeurs? Si oui, comment? Donc, on a un exemple ici de radiation solaire entre deux stations météorologiques. Donc, ils enregistrent la même donnée, donc la radiation solaire incidente. Donc, en bleu, j'ai une série temporelle de 11 PL, donc à lance pleureuse, puis en rouge, j'ai celle de manche d'épée. Donc, on voit, le bleu est plus important, c'est une station qui est sur un versant sud. On voit ici, j'ai un trou de données pour manche d'épée, pour lance pleureuse en fait. Donc, il y a juste. Là, je l'ai interpolé, là, mais je l'ai interpolé tout croche. Il a juste connecté les valeurs, mais j'ai plus mon spike, en fait, journalier, euh, qui vient avec la radiation solaire journalière, dans la journée. J'ai mon spike pour manche d'épée, mais je ne l'ai pas pour lance blurs. Donc là, j'ai juste connecté les deux séries, mon trou, en fait. Mais j'aurais aimé ça avoir mon petit spike journalier, que j'ai pas. Parce que j'ai juste fait une interpolation linéaire. Est-ce que je pourrais utiliser. Comment je pourrais en fait avoir une série temporelle plus réaliste en fait? Donc, ici on voit qu'on a une composante journalière, donc on a une espèce de cyclicité. Est-ce que je pourrais utiliser cette cyclicité-là pour combler mes trous
ben oui, ça serait vraiment intéressant, puis ça serait une meilleure, une série temporelle plus réaliste. Donc, ce qu'on va voir dans les prochains, c'est comment on fait pour décomposer, voir les différentes composantes des séries temporelles, puis avec la corrélation également, pour euh, essayer d'utiliser ces composantes-là pour créer de la nouvelle information quand on veut combler des trous ou on veut prédire dans le futur. Parce que dans ce cas-ci, on pourrait euh, utiliser la composante journalière pour aller générer un certain spike euh, journalier. Comme si, puis si en fait j'ai besoin d'analyser ou d'utiliser cette donnée-là pour la modélisation, ben je vais avoir mon spike journalier. Parce que là, en fait, si par exemple je dois modéliser le régime thermique à partir de cette série-là, ben cette journée-là va être pas bonne. C'est comme si c'était la nuit pendant 48 heures. Donc, on remarque une périodicité journalière. Est-ce qu'on va utiliser cette période-là pour l'interpoler puis avoir une série plus près de la réalité? Donc, on tombe un peu dans l'analyse de séries temporelles. Donc, le but de l'analyse de séries temporelles, c'est d'estimer les différentes composantes et propriétés d'une série temporelle pour en déduire de l'information et possiblement les utiliser pour en faire des prédictions, forecasting, ou combler des trous, interpoler. Donc, on va travailler énormément avec la fonction d'autocorrélation, donc le ACF. Puis également, on va décomposer la série temporelle pour obtenir la stationnarité. On en avait parlé un peu dans le spatial. Puis, donc, on va décomposer notre série pour voir si on a une composante, on a une tendance, on a une saisonnalité ou une cyclicité. On va voir c'est quoi la nuance entre les deux. Puis, le restant, en fait, notre composante aléatoire. Euh, une composante aléatoire ne sera pas nécessairement reliée uniquement au white noise, donc au bruit. Dans ce cas-ci, la composante aléatoire, c'est plus le résidu, en fait, ou ce qui n'est pas une tendance ni une saisonnalité, mais on peut quand même euh, travailler avec une série aléatoire euh, puis aller chercher davantage d'informations. Donc, un rappel statistique. Est-ce que la statistique classique s'applique aux données temporelles? Donc, on sait en fait que une des assumptions en statistique classique, euh, c'est que les observations sont indépendantes l'une de l'autre. Donc, on sait que dans le domaine spatial, c'est pas le cas. Les observations sont corrélées, l'une d'entre elles. Donc, les observations les plus proches sont corrélées par rapport aux observations qui sont plus éloignées. Mais c'est la même chose dans le domaine temporel. Donc, ma donnée de midi a des bonnes chances d'être corrélée avec celle de 1 heure, puis elle va être moins corrélée avec celle de minuit le soir. Donc, on ne peut pas utiliser la statistique classique parce qu'on a une corrélation, une autocorrélation dans le domaine temporel. Donc, pour faire de l'analyse temporelle, on parle également d'une assumption de stationnarité. C'était la même chose dans le domaine spatial. Donc, la stationnarité, je le répète, c'est la moyenne et la variance doivent être constantes sur le domaine temporel. Puis la corrélation temporelle doit dépendre du temps qui sépare les observations, donc le lag, et non un moment précis dans la série, exemple tous les jours à midi. Donc, pour faire l'analyse, on doit avoir des séries stationnaires. Donc, rappel, on se dirige tranquillement vers la corrélation temporelle puis la stationnarité. Des exemples. Donc, on fait un petit rappel là, de la corrélation spatiale. Donc, pour obtenir la corrélation spatiale ou l'autocorrélation spatiale, on, on répète l'opération de calcul de corrélation de Pearson pour différents lags, donc distance qui sépare les observations. Donc, quand on a un lag de 0, on a une corrélation maximale de 1. C'est-à-dire on fait la corrélation entre deux séries qui sont identiques, qui ne sont pas décalées. Puis à mesure, on va décaler les séries pour voir la corrélation entre ces deux séries-là. Puis à mesure qu'on les décale, théoriquement, la corrélation va tendre vers 0. Donc là, on a des lags. Bon, ici, j'ai écrit distance parce que c'est dans le spatial, mais c'est la même chose pour le temporel. Donc, l'autocorrélation temporelle, comme je viens de voir, c'est qu'on va décaler nos deux séries dans le temps, puis on va faire des corrélations de Pearson. Donc, on a notre série temporelle ici. Donc, je vais la décaler de 1, donc un lag de 1. Je la décale ici, puis je fais ma corrélation. Puis après ça, je vais mettre ça, je vais garder la valeur de corrélation, puis je vais mettre ça dans mon graphique la fonction d'autocorrélation.
Je vais faire la même chose pour mon lag de 2, donc je vais la shifter, la décaler de 2 lags. Donc ma donnée de 3 heures ici est comparée avec ma donnée de 4 heures. Je conserve cette valeur-là, puis je la mets dans ma fonction d'autocorrélation. Donc je vais répéter, comme je dis, l'opération de calcul de corrélation avec les différents lags, mes différents lags temporels, pour avoir mon autocorrélation temporelle. Donc, ma corrélation de 1, c'est ma corrélation maximale, donc quand mes séries sont collées l'une sur l'autre. Donc, puis celle-ci va diminuer à travers le temps, à travers mes lags. Donc, qu'est-ce qui pourrait influencer cette fonction d'autocorrélation-là? Donc une tendance ou une cyclicité, saisonnalité ou périodicité pourrait influencer ma corrélation temporelle. Donc on le voit ici, mon autocorrélation temporelle, elle se matérialise dans ma fonction d'autocorrélation, donc mon correlation function, ACF. Vous allez souvent voir ça, ACF. Puis est-ce qu'on pourrait voir la tendance, une cyclicité présente dans une série dans un ACF? Bon, la réponse est oui. Donc on a un exemple ici d'une série temporelle qui n'a pas une saisonnalité, on va voir c'est quoi plus tard, mais peut-être plutôt une cyclicité en fait, là, un pattern qui se répète plus ou moins. Puis notre ACF en fait, donc on part à 1 ici, à lag 0, puis ça va descendre rapidement. Donc j'ai pas vraiment de... On voit qu'il n'y a pas de tendance, là, la variabilité reste à 0. Puis on voit que notre ACF va osciller en fait du négatif au positif pour tendre vers 0. Puis ce qu'on a en pointillé, c'est nos seuils de signification. Donc en bas de ça, la corrélation, on peut dire que c'est 0. Mettons, disons ça comme ça. Si lorsqu'on est présent d'une cyclicité, bon, on va voir que ça va osciller du négatif au positif. Donc on peut se dire, ok, il y a quelque chose, il y a un caractère cyclique. Est-ce qu'on va dire que c'est une saisonnalité? Donc c'est à chaque période précise, exemple à chaque été, on a un pattern qui se répète. Donc c'est la saisonnalité, c'est ça, c'est est-ce qu'on a un pattern qui se répète dans une période bien définie à l'intérieur d'une année. Puis ce pattern-là, il est vraiment répétitif, avec la même variance un peu. Donc ici, plus ou moins, mais on voit qu'il y a quand même une cyclicité là, qui se répète. Donc, lorsqu'on a une série temporelle qui comporte une tendance, donc on voit ici notre série temporelle, la tendance, une tendance négative, on voit que notre ACF est énormément influencé, donc on voit qu'il est toujours corrélé positivement à mesure qu'on augmente de lag. Donc ça, c'est vraiment une série temporelle qui est influencée par une tendance, puis on voit que ça augmente drastiquement notre autocorrélation. Donc ça, si vous voyez un ACF comme ça, là, il y a une tendance, c'est sûr. Donc une série temporelle qui comporte une cyclicité. Donc on voit notre ACF qui oscille de négatif à positif. Puis on voit ici là, qu'on a un deuxième lag, on a une deuxième corrélation de 0.6 à 12 mois. Donc on voit qu'on est ici, on a une saisonnalité, donc on a un pattern qui se répète à tous les ans. Donc ici on a des séries temporelles de 3 mois, je pense. Ouais. Donc on voit, on a une saisonnalité un peu là, dans les mois, c'est pas super clair non plus, mais vraiment on a un pattern là, que je dirais quasi annuel. Donc lorsqu'on a une saisonnalité, ça peut se voir dans l'ACF. Donc c'est là, on a une saisonnalité qui n'est pas super marquée, mais qui est quand même présente. Puis aussi, on a notre PACF, notre Partial Autocorrelation Function. Donc ici, ça mesure l'influence indirecte en fait entre les différents lags. Puis notre PACF va mesurer l'influence directe entre les différents lags. On va voir c'est quoi cette nuance-là là, dans la deuxième capsule. Donc, est-ce qu'une série peut avoir les deux?
dans ce cas, ce qui peut être influencé par une tendance puis une saisonnalité, ben on peut voir que oui, ici, donc on a un exemple en fait d'une série de vente ici. Puis là, on a, on a, on a trouvé la composante de saisonnalité qui est pas super énorme. Là, on voit que ici, nos ventes là, passent de 60 000 à 10 000 dans notre axe des Grecs. Puis ici, là, si on parle de un même pas un. Donc la saisonnalité est très très minime. Mais on voit quand même on a quand même un léger spike, des légers spikes dans un axe des X euh, qu'on sait pas non plus. Là. Donc, ça serait la composante saisonnière ou de période qui est présente, mais plus ou moins. Ensuite, on a notre tendance qui est assez stable ici, puis qui va être à la baisse vers la fin. Puis on a notre composante aléatoire, donc qui est en fait notre résidu de si on enlève ça et ça. Donc, c'est ce qui nous reste ici. Donc, on voit qu'on peut décomposer notre série en trois composantes. Donc, on a la tendance, la cyclicité, puis l'aléatoire, les résidus. On peut utiliser les fonctions dans R ou dans Python, c'est la même chose, decompose, qui va nous décomposer en fait notre série temporelle dans ces trois composantes-là. Puis on peut utiliser cette fonction-là en fait pour rendre stationnaire euh, nos séries. Donc pour rendre stationnaire, si on voit ici que la moyenne, la moyenne va changer à l'intérieur de mon domaine temporel. Donc on voit ici, lorsque j'ai une tendance ou une cyclicité, ben, ça va affecter ma stationnarité. Donc, ma série ici n'est pas stationnaire parce que la moyenne change à travers le domaine temporel. Donc, c'est utile pour rendre nos séries stationnaires si, par exemple, on veut faire des corrélations croisées, qu'on va voir un peu plus tard. Ben, mes séries doivent être stationnaires, sinon je vais surestimer ma corrélation. Puis, ensuite aussi, c'est des composantes comme la tendance, la cyclicité qui sont relativement faciles à prédire en forecasting. Puis on va les utiliser dans les modèles prédictifs dans l'autre capsule. Donc la stationnarité, rappelle, donc pour faire l'analyse temporelle, mes séries doivent être stationnaires. Donc il faut que je les rende stationnaires. Donc par exemple, si j'ai une série qui est affectée par la tendance, je dois enlever la tendance pour après ça faire davantage d'analyse. Puis je vais utiliser la fonction decompose pour justement enlever cette tendance-là. Donc, est-ce que la tendance et la cyclicité affectent les assumptions de stationnarité? Oui. Donc, je dois les enlever pour faire les séries temporelles. Puis, il existe des tests statistiques de stationnarité pour justement voir si quand j'ai essayé de la rendre stationnaire, si c'était efficace ou non. Donc, il y a des tests statistiques, donc le Augmented Decay Fuller Test, donc le ADF test. Donc, par exemple, j'ai une série avec une tendance, je trouve ma tendance, je l'enlève de ma série. Après ça, je fais mon test ADF pour savoir si ma série est stationnaire. Donc, pour dans une analyse assez classique, là, c'est savoir si ma série est corrélée avec une autre. Donc, je peux le faire avec la corrélation croisée. Donc, mes séries doivent être stationnaires, sinon on surestime la corrélation. Donc, comment les rendre stationnaires? Bon, quelques fois je les explique. Tu peux utiliser la fonction decompose. Il existe d'autres méthodes, là, mais celle-là, c'est quand même assez facile. Donc, la corrélation croisée, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme une fonction d'autocorrélation, mais je vais utiliser deux séries temporelles. Donc, par exemple, imaginons que j'ai une série de températures de l'air de la ville de Québec, puis je veux la comparer avec ma température de l'air de Rimouski. Donc, on va voir que c'est quand même des phénomènes qui ont une assez bonne corrélation quand j'utilise une série temporaire de température de l'air d'un endroit vers un autre. Bon, là, visuellement, on voit que c'est pratiquement, en fait, c'est la même série. Mais j'ai pris ça pour un exemple. Là. Ce sera pas exactement pareil, mais on va quand même avoir des corrélations autour de
dépendamment si les villes sont loin là, de point 8, point 9. Donc, je vais faire une première corrélation avec à lag 0. Donc, par exemple, ici, je vais prendre mes deux variables, puis je vais faire mes deux valeurs, puis je vais faire ça pour toutes les valeurs sur la série. Puis, je vais faire ma corrélation de Pearson. Puis, je vais avoir une valeur de corrélation à lag 0. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler. Donc, je vais faire un lag plus 1. Puis, je vais faire la même chose. Donc, je vais calculer la corrélation pour chacune des valeurs au même datetime, datetime plus 1, pour avoir ma corrélation. Je vais aussi le faire dans le négatif. Là, on voit que les séries commencent à se ressembler énormément. Donc, je vais calculer ma corrélation. Puis, je peux aussi le faire pour un autre lag, moins 2. Donc, je vais faire autant des lags négatifs que positifs. Puis, je vais calculer la corrélation. Puis, je vais mettre ça dans un graphique de corrélation en Y avec en X mes lags. Donc, ça ressemble à ça un peu. Donc, je vais avoir une corrélation maximale. Ce ne sera pas une corrélation de 1. Si c'est une corrélation d'1, c'est parce que c'est exactement la même série. Donc, mais je peux avoir des corrélations assez hautes. Donc, dans ce cas-ci, c'est assez haut. Donc, ma corrélation, ça va être une espèce de cloche, en fait, comme ça. Puis, ce que ça me permet d'avoir, c'est que je vais avoir ma corrélation à 0. Puis, je vais avoir ma corrélation maximale. Dans ce cas-ci, j'ai ma corrélation maximale, je l'ai à un décalage temporel de moins 1. Donc, la corrélation croisée me permet de voir la corrélation, donc le lien entre deux séries temporelles. Puis, si ce lien-là, il y a un décalage temporel. Donc, on voit que, par exemple, on pourrait interpréter que la série de Rimouski ressemble à celle de Québec, mais avec un décalage temporel de moins 1. Donc, si moins 1, c'est des lags aux heures, donc on pourrait dire que il y a un décalage temporel d'une heure, en fait, entre les deux séries qui se ressemblent à 0.4, 0.9 de corrélation. Donc, c'est un peu à ça que ça sert, la corrélation croisée. Puis, ça termine un peu notre survol des analyses exploratoires. Donc, dans l'analyse exploratoire, ce qu'on fait, c'est qu'on veut voir c'est quoi les différentes composantes de notre série, si on a une tendance, cyclicité, si notre série est stationnaire. On peut voir ça à travers visuellement, mais à travers aussi un ACF, une fonction d'autocorrélation. Puis, lorsque c'est stationnaire, que j'ai utilisé la fonction decompose, je peux faire des analyses de corrélation croisée, par exemple, entre deux séries. Donc, je peux voir si, par exemple, sur ma station météo, si ma série de température de l'air est corrélée avec ma radiation directe du soleil. Ou je peux faire une corrélation croisée entre la même série temporelle entre deux stations, par exemple. Donc, ça fait le tour de la capsule numéro 1. Ensuite, là, on va voir dans la capsule numéro 2 la prédiction temporelle, donc le Time Series Forecasting.